niveau des axes de développement de l'agence, pour faire court, il y a effectivement un accompagnement des collectivités, des services de l'État en tant qu'assistante à maîtrise d'ouvrage. Et puis il y a aussi un axe dans l'agence, et c'est en lien avec la présentation, qui est un axe créatif. C'est-à-dire qu'en tant qu'acteur de la prévention des risques majeurs, j'essaye à mon échelle d'apporter des solutions aux collectivités et aussi à d'autres acteurs qui peuvent être intéressés, avec des démarches dans lesquelles j'essaye d'instaurer une certaine dynamique. Alors par le passé, certains sont présents et ont contribué par exemple à Réflexe Junior, qui était une action dans le cadre de la campagne sur les risques industriels majeurs, avec d'ailleurs l'IRMA. Et puis, bien chemin faisant, et en 2013, au regard de la problématique qui s'est posée avec les plans de prévention des risques technologiques, eh bien, au niveau de l'agence, voilà, j'ai conçu le projet Résirisque. Je l'ai conçu avec comme approche l'idée, et je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit, monsieur le président de l'IRMA, de créer une alliance en fait entre les acteurs publics et les acteurs privés. Je pense qu'aujourd'hui c'est l'avenir, il est temps de s'y mettre grandement, chacun ayant quelque chose à apporter. Le deuxième axe, il est aussi très important, me semble-t-il. Bon, travaillant depuis 20 ans dans la prévention des risques majeurs, je resitue mon action quand même à un niveau où on sait comment on intervient. Certains acteurs sont plutôt sur ce qu'on appelle des stratégies d'atténuation du risque en apportant des solutions techniques pour réduire par exemple le risque à la source, et d'autres vont être dans des stratégies dites d'adaptation pour développer des mesures organisationnelles. Pour moi, dans Résirisque, dans ce projet, il y a vraiment ces deux axes. C'est relier aussi les acteurs qui interviennent tant sur l'aspect technique que sur le volet organisationnel, et je reviendrai sur ce sujet. Donc ce projet voilà, a été conçu en 2013 avec pour objectif, je vais vous les présenter, déjà bien sûr de se rendre compte qu'au niveau des risques industriels en Europe et dans le monde, eh bien, on a de quoi faire, n'est-ce pas? En France, une loi risque difficile à appliquer, Daniel Sojgadou d'Amaris l'a précisé tout à l'heure. Au début, pour les activités économiques, la réglementation n'était pas véritablement adaptée. Je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, cette loi semblait très difficile à appliquer. Je m'en suis d'autant plus rendu compte que, en fait, pendant 10 ans, j'ai été assistante à maîtrise d'ouvrage de la métropole de Lyon pour les amener à être, je dirais, dans un travail d'échange et de médiation parfois un peu houleuse avec les services de l'État dans le cadre de l'élaboration d'une dizaine de PPRT dans la métropole. Et en même temps, j'étais assistante à maîtrise d'ouvrage de la DREAL. Alors, des fois, j'étais un peu schizophrène. Mais en tout cas, je participais à toutes les réunions, en fait, dans le cadre de l'élaboration des PPRT. Et là, je me suis dit, pour les entreprises, on va vraiment dans le mur s'il n'y a pas des solutions concrètes qui sont proposées. Donc, il y avait vraiment cet enjeu, je dirais, de proposer ces solutions. Et comme je suis une petite agence basée à Lyon, eh bien, ma foi, j'ai pu être réactive et proposer un projet à l'association Amaris qui l'a accueilli favorablement. Au niveau des autres thématiques qui étaient aussi à anticiper, eh bien, il y avait les mutations foncières, puisque les plans de prévention des risques, je dirais, obligent dans certains cas donc d'exproprier certaines entreprises ou de les inviter à délaisser leurs biens. Bon, déjà, c'est pas une mince affaire, hein, parce que concrètement, déplacer une entreprise, c'est pas juste déplacer une boîte à chaussures. Il y a des gens dedans, c'est des vies de famille, c'est la vie du territoire, très concrètement. Et puis, en même temps, pour la collectivité qui peut voir des espaces délaissés ou expropriés, il faut savoir quoi en faire. Donc là, il y a un vrai enjeu d'urbanisme. Donc des stratégies d'aménagement du territoire à spécifier. Des échanges avec les acteurs économiques à conforter, c'était vraiment un des constats très forts dans l'élaboration des PPRT, avec finalement une assez faible représentation de ces acteurs-là dans les réunions. Je ne vais pas trop développer, mais en tout cas, ce projet avait aussi pour ambition, et a eu pour ambition, de faire la belle place aux activités économiques pour qu'elles soient vraiment partie prenante des outils de prévention des risques majeurs qu'elles auront par ailleurs à développer.
Et puis de nouvelles inspirations à trouver, pour partir d'un exemple concret qu'on a vu tout à l'heure avec, par exemple, la poche pour emballer les œuvres d'art. Et ben voilà, ça fait partie de ces petites innovations. Il y en a tant d'autres à différentes échelles, mais finalement, voilà, il y a des entreprises qui investissent aussi pour proposer des solutions. Et tout cette espèce d'écosystème à la fois d'innovation et en lien avec la prévention est tout à fait intéressant. Les objectifs du projet, ça a donc été, vis-à-vis d'entreprises impactées par les risques industriels, de favoriser l'appropriation de la loi risque, et ce n'était pas une mince affaire. Pourquoi ? Parce que pour les activités exposées et du fait des règlements des plans de prévention des risques technologiques, l'objectif est de limiter les enjeux dans les zones exposées, c'est-à-dire le nombre de personnes. Imaginez pour une entreprise qui pourrait avoir des projets de développement et embaucher, d'être limitée pour le faire. Donc pour elle, ça a été un changement de ce qu'on appelle de paradigme, enfin de manière de voir les choses, qu'elles ont vraiment du mal en fait à intégrer. Encore avec en plus ces mesures de prévention à également intégrer et une nouvelle réglementation. Donc ça a fait beaucoup de choses d'un coup. Définir une nouvelle posture résiliente, non fataliste. La résilience, vous en avez entendu parler, bon, tout le monde a un petit peu sa définition. Pour ma part, il s'agit d'une part de favoriser le fait de rebondir par rapport à une situation contraignante. Bon, ben là, c'était à la fois le risque industriel dont on a vu les conséquences à Toulouse, mais c'était aussi la réglementation. Hein. Concrètement, ça a été perçu comme un choc et une contrainte, cette réglementation, pour de nombreuses entreprises que j'ai rencontrées. Et puis, en même temps, de ne pas être fataliste, c'est-à-dire de les amener à partir, entre guillemets, de ce choc, de dire, bon, maintenant qu'on a cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui peut être pertinent pour vous? Comment vous vous remettez dans une dynamique positive et constructive pour, de toute façon, je dirais, aller dans le sens de plus de sécurité? Et ça, par contre, elles ne l'ont jamais remise en question. Répondre à des besoins de manière concrète, on va le voir, et puis promouvoir l'innovation. Donc, dans le cadre de ce projet, on s'est appuyé en fait sur plusieurs sites pilotes dont des représentants sont dans la salle et je les salue. 4 sites pilotes, donc grâce à un appel à projet que l'on a fait avec l'association Amaris avec laquelle je suis partenaire pour le développement de ce projet. La communauté urbaine de Bordeaux qui était volontaire, la métropole de Lyon, la commune de Salles-sur-Sanne et non pas l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais, mais en fait la communauté urbaine d'Arras. Alors, la réussite d'un projet comme celui-ci, et je vais arriver dans du concret parce que François m'a, je dirais, alerté là-dessus, et c'est effectivement très important, puis je voudrais aussi surtout laisser la place à l'échange, mais c'est quand même un projet partenarial. Un projet partenarial, multipartenarial, hein, vous voyez la quantité de partenaires, associant les différents membres, qu'on peut dire, du Grenelle de l'environnement, services de l'État, collectivités, société civile, entreprises riveraines, entreprises génératrices du risque, et puis le monde de la recherche. Donc tous ces acteurs ont été mobilisés pour contribuer à l'organisation très pratique du projet, à l'apport de contenu scientifique, technique et à l'émergence en fait de solutions pratiques pour les activités exposées. Alors, au niveau des thématiques, on s'est centré donc sur 2 grands axes. L'information préventive des activités riveraines sur les risques en présence, la sensibilisation des développeurs économiques qui, quelque part, ont un nouveau sujet maintenant lorsque sur leur secteur, il y a des risques majeurs, pour faciliter aussi l'accueil des entreprises dans les secteurs exposés et aussi leur représentation dans des instances ad hoc. Comme thématique, il y avait aussi d'organiser les échanges entre les entreprises riveraines et les sites Céveso Seuil Haut. Ça ne va pas du tout de soi et pourtant c'est extrêmement riche en termes d'échanges de bonnes pratiques. Et bien sûr des échanges avec la collectivité pour une meilleure collaboration en cas de crise. Et puis identifier les outils de diffusion de l'information préventive.
Ce projet, il s'est développé à différentes échelles. À la fois, pour certaines entreprises qui ont été accompagnées, on a travaillé vraiment à l'échelle du bâtiment, de l'activité économique. Parfois, on a été amené à travailler à l'échelle de la zone d'activité et parfois à l'échelle supracommunale. Donc ce projet m'a amené en fait à accompagner une centaine d'entreprises pendant 3 ans, des petites, des grandes, des moyennes, un peu de tout type d'activité, à un stade qui ne va pas aussi loin que la mise en place du POMS, par exemple, comme ça a été développé dans les exemples précédents, mais à un stade où on a pu quand même clairement identifier les besoins en fait, de ces activités, comprendre leur organisation, donc identifier les freins qu'elles avaient pour mettre en place en fait, des plans de mise en sûreté, et en même temps leur donner quand même les premiers outils pour mettre des choses en place, d'accord ? Parce que je voulais revenir et préciser en fait un point par rapport à la réglementation. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'ordonnance de 2015 n'oblige pas les activités riveraines à réaliser des travaux comme c'était le cas au départ. Mais donc, ce n'est pas au titre du PPRT qu'elle doit faire des travaux. Pour autant, la réglementation du Code du travail, notamment, oblige d'informer, de former et de protéger les personnes. Et puisqu'on est sur une journée un peu technique, je voulais vous lire un paragraphe assez court de la Directe, qui a été partenaire du projet, qui précise en fait cette notion réglementaire. Et donc, Monsieur Chara, qui est responsable de l'unité de contrôle interdépartementale de la Directe Rhône-Alpes, unité territoriale de l'Isère d'ailleurs, a pu dire en réunion « La réglementation sur la protection des salariés inscrite dans le Code du travail est construite par rapport aux risques existants dans l'entreprise, mais la responsabilité du chef d'entreprise que lui reconnaît cette législation est plus large lorsqu'elle énonce « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » Cela renvoie, dit-il, à une notion forte qui apparaît dans de nombreuses jurisprudences. Le chef d'entreprise a non seulement une obligation de sécurité de moyens, mais aussi une obligation de sécurité de résultats, quelle que soit la nature du risque, même ceux provenant de tiers, ce qui suppose bien sûr un examen le plus exhaustif possible des différents types de risques potentiels, et pour chacun d'eux, la mise en place de moyens de protection concrets, mais aussi et surtout efficaces. Cette démarche est formalisée dans un document unique d'évaluation des risques. La responsabilité civile ou pénale peut être engagée si le chef d'entreprise ne respecte pas ses obligations légales et réglementaires se trouvant dans le Code du travail. Sa responsabilité peut être engagée s'il ne fait rien par négligence et encore plus s'il apparaît qu'il a connaissance d'un risque, quand bien même il n'y aurait pas d'obligation précise énoncée par un texte réglementaire en rapport avec ce risque. Donc vous voyez que c'est un sujet quand même déjà sérieux, parce que finalement aujourd'hui les plans de prévention des risques technologiques, la plupart ont été approuvés, donc quelque part l'information est disponible. Donc il y a un petit peu une urgence, quelque part, à déjà diffuser cette information et pour les chefs d'entreprise, à disposer effectivement des outils pour pouvoir la transmettre à l'intérieur de l'entreprise et mettre en place en fait, des actions qui répondent à cette obligation réglementaire. Donc c'est à cela que l'on s'est attelé pendant plusieurs années. Et comment nous nous y sommes pris ? J'aurais envie de dire de plein de manières différentes. Parce que les entreprises, c'est vraiment... il y a une biodiversité économique, si j'ose dire. On a vraiment des typologies tellement différentes et les territoires sont tellement différents. Pour ma part, je n'ai pas cherché à plaquer une méthode systématique dans les territoires. J'ai vraiment fait en sorte d'être à l'écoute des acteurs pour savoir déjà là où ils en sont. Quand je dis les acteurs, ce n'est pas seulement les entreprises, c'est aussi les collectivités par rapport à ce qu'elles avaient mis en place en fait, en termes de démarches, d'information, d'accompagnement ou autre, selon. Mais par rapport aux entreprises de manière plus directe, une des facteurs clés, me semble-t-il, de succès, en tout cas de ce projet, ça a été de faire connaissance avec les entreprises et déjà de comprendre leurs besoins, leurs préoccupations. Donc déjà dans un premier temps, si possible, bon, bien sûr de les identifier leur nombre, leur situation, ensuite de pouvoir les rencontrer individuellement, bon, ça demande du temps, hein, bien sûr, d'identifier leurs priorités en termes de protection, justement, est-ce que ça va être voilà, l'information ou autre, de valider ces priorités avec elles,
Et puis aussi d'identifier leur niveau de connaissance dans le domaine de la prévention des risques majeurs, d'un niveau qui peut être basique à un niveau plus. Et là, attention, il y a des faux amis, parce que j'ai pu accompagner des sites Seveso seuil bas qui n'étaient pas au courant des risques majeurs auxquels ils étaient exposés du site Seveso seuil haut voisin. Donc, il ne faut pas faire d'a priori, en tout cas. Et pourquoi? Parce que eux, même en interne, sont suivis par les services de l'État au niveau de la DREAL, mais qui ne communiquent pas forcément entre services et qui fait que, voilà, ils ont eu un pan de l'information, mais ils n'ont pas forcément eu l'autre. Donc ça pose des questions. Je dis ça sans jugement, bien sûr, mais ça pose des questions de coordination et de transmission de l'information. Considérer aussi qu'aucune entreprise n'est plus importante qu'une autre, quelle que soit sa taille. Elles ont toutes leurs problématiques, en fin de compte. La petite entreprise n'a pas forcément de moyens humains en interne pour avoir suffisamment de temps pour mettre en place des actions. Une autre entreprise plus grande va avoir tout un tas de dispositifs déjà en interne, comme un plan d'organisation interne, mais ça va lui demander beaucoup plus de temps, je dirais, pour mettre en place des actions. Donc, vraiment, chacune a sa spécificité. Ce qui est facteur clé de succès d'un projet comme celui-ci aussi, c'est déjà de ne pas agir seul. C'est sûr qu'il faut pouvoir monter une équipe, un réseau local d'acteurs, de parties prenantes, d'acteurs ressources, et heureusement il y en a, surtout en Auvergne-Rhône-Alpes où je dirais le maillage des acteurs ressources est extrêmement fort, avec bien sûr le rôle des secrétariats permanents pour la prévention des pollutions industrielles et bien entendu de l'IRMA. Donc il y a vraiment voilà, des savoir-faire déjà de longue date qui font que l'on a à la fois l'expertise, l'expérience et des démarches qui sont en place. Mais il est possible, et voire nécessaire, par rapport aux acteurs économiques, d'associer de nouveaux acteurs. Et là, il faut des fois un petit peu se faire violence, parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec eux, mais il faut aller les chercher, il faut les acculturer, et en même temps les intégrer dans cette démarche. Et c'est un travail de fond et sur le long terme, et c'est, je dirais, un peu une nouvelle donne, même au niveau national, par rapport à ce sujet émergent de l'accompagnement des activités économiques. Proposer des solutions concrètes, ça c'est indispensable, et si possible les co-construire. Alors là aussi, ça suppose parfois un travail d'animation avec les acteurs ressources. Là, je vous ai montré deux photos. Celle de droite, c'était vraiment un très bon moment à Bassins. Autour de la table, vous avez Monsieur le maire Jean-Pierre Turon, donc la commune de Bassins, adhérente de l'association Amaris. Et donc était présent également le responsable sécurité du site Seveso seuil haut, donc de Cerex Agri, et les responsables sécurité d'une entreprise riveraine de plusieurs centaines de salariés. Ces entreprises, pourtant vraiment à une distance très proche, ne se connaissaient pas plus que ça, n'avaient pas échangé de numéro de téléphone. Voilà. Bon, on est parti d'un cas concret, d'un scénario d'accident, et en fait, j'avais posé un petit peu dans un document support, je dirais, les grandes lignes d'action à mettre en place pour mettre en cohérence le plan d'organisation interne du site Seveso, le plan communal de sauvegarde de la commune, le SDIS était également présent, le CEREMA également, le plan particulier d'intervention, et puis nouvellement le futur plan de mise en sûreté dans l'entreprise riveraine. Donc chaque acteur était là et chacun a pu contribuer effectivement à définir finalement ses besoins et ses axes de travail internes, mais de manière collégiale. Voilà. Ce que je me disais toujours, c'était le besoin de respecter les limites de chacun dans ses capacités à agir, trouver les complémentarités et solidarités possibles. Je pars du principe qu'il ne sert à rien de forcer les gens à comprendre ou à accepter, je dirais, des notions ou à mettre en place des actions si ce n'est pas mûr. C'est comme les plans communaux de sauvegarde ou comme les PPMS. On peut avoir un document qui va être très léché, mais s'il n'est pas opérant, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc moi, je suis vraiment ce qu'on appelle favorable à la logique Kaizen. Il paraît que ça porte un nom, mais bref, c'est celle des petits pas. Voilà, l'un après l'autre. Et puis, à la fin, eh ben, on a fait des grandes enjambées. Voilà. Donc Résirisk, un projet qui a duré 4 ans, de la genèse au livrable, qui sont encore en cours de finalisation.
Il y a un guide qui est déjà sorti, il est à l'entrée, il a été réalisé avec l'INERIS, dont une personne est présente aujourd'hui avec nous, Se protéger face aux risques majeurs, qui vous donne en fait une méthodologie possible d'action, mais encore une fois, il faut aussi s'en inspirer et le traduire pour soi. Et puis, deux autres qui sont en cours sur comment accompagner et informer les entreprises, donc qui va être destiné plutôt aux développeurs économiques, aux agents des collectivités en charge de l'accompagnement des activités. Et puis une autre sur l'aménagement futur, donc des zones d'activité exposées aux risques industriels majeurs. Et enfin, dans le cadre d'un partenariat avec le CEREMA, il y a un essai sur la résilience pour approfondir, parce que ce soit au niveau local, mais au niveau mondial, en fait, on est tous dans une dynamique aujourd'hui qui est vraiment celle de notre siècle, avec le réchauffement climatique et tous ces enjeux liés au développement industriel, qui fait que dans le monde, il y a énormément d'initiatives en fait, qui ont lieu. On est vraiment, je dirais, reliés par rapport à ça. Et donc ces projets, s'ils s'incarnent localement, c'est parce qu'il y en a d'autres ailleurs dont moi j'ai pu avoir connaissance et dont d'autres personnes vont aussi pouvoir s'inspirer et qui font qu'en fait il y a une dynamique globale sur ce champ-là. Voilà. Donc si vous souhaitez donc aller plus loin, bien sûr, avec les outils, donc là vous avez le ResiGuide qui est sorti. Je vous ai mis la photo d'un livret en fait, qu'on a créé dans le cadre du projet ResiRisque qui reprend un petit peu les champs méthodologiques du POMS avec une dimension supplémentaire un peu initiale qui est le diagnostic par rapport au risque, parce que finalement le POMS peut s'adapter aux risques industriels ou naturels, alors que là on était vraiment sur le volet technologique et l'identification des risques est quand même assez spécifique parce qu'il faut identifier quand même les niveaux de surpression, enfin l'intensité des effets pour partir d'une démarche concrète s'il y a des travaux à faire de changement de vitre ou autre, d'accord ? Donc on a fait ce petit livret, voilà. Et bien sûr, je reste à votre disposition et déjà là pour des questions. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci.